Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et bienvenue, voici la culture dans tous ses états. À notre dernière émission, nous avons entendu un extrait d'une pièce intitulée Biosphère, composée par Pierre-Marie Trioux. À la fin de notre émission, vous entendrez l'entretien que j'ai pu avoir avec lui. Et en particulier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous définit ce qu'est la musique électroacoustique. Auparavant, je voudrais que nous entendions ensemble une pièce de Christian Zanesi, qui est né en 1952, qui a animé pendant longtemps l'émission Electromania sur France Musique, qui a fait des études à l'Université de Pau et au Conservatoire de Paris, et qui est entré au groupe de recherche musicale de l'INA en 1976. Cette pièce s'appelle Asimodium. Elle a été composée avec Ray Bottini. Attention, attention, mixage.
Je laisse la parole à présent à Serge Renaud qui va nous présenter son éclat d'histoire avec ardeur et passion. Il poursuit son histoire culturelle de la ville du Havre. Le 13 août dernier, nous parlions de la fête et de ses spectacles sous chapiteaux, dans les rues et les places de la ville. Aujourd'hui, nous parlerons du théâtre, de ses lieux bien sûr, mais aussi de ses acteurs. Au Havre, les théâtres ont une histoire certes riche, mais surtout tourmentée. Le Grand Théâtre, construit en 1844, est devenu ruine un siècle plus tard. En septembre 1944, la salle des fêtes rue Lord Kitchener ou encore celle de la Lyre havraise ont été écrasées sous les bombes. Il est vrai que certains théâtres avaient déjà disparu. Des théâtres ambulants et sous chapiteaux, le théâtre cirque sur le boulevard de Strasbourg, et puis d'autres allaient disparaître. Ainsi, les salles de représentation théâtrale, de revues, de concerts du Casino Marie-Christine, ou bien encore celle de Frascati sur le front de mer. Durant les années d'après-guerre, les salles de spectacle allaient figurer parmi les nombreux équipements culturels à reconstruire. En 1946, un théâtre expérimental attendu ne verra pourtant jamais le jour. On pense alors à des lieux provisoires ou à des espaces de substitution, comme le petit théâtre construit en 1952. Mais il ne comporte seulement que 400 fauteuils pour un parc de plus de 2500 places avant-guerre. L'art dramatique trouve aussi refuge dans les salles de cinéma, le Select, le Rex et surtout l'ABC. En 1960, pour le 50e anniversaire de l'affaire Jules Durand, la troupe d'André Rébaz y présente Boulevard Durand, d'Armand Salacrou. Il la joue à nouveau dans la salle de la Maison des syndicats à Franklin. Bien d'autres projets suivront jusqu'à ce que l'on confie à Oscar Niemeyer, en lieu et place de l'ancien Grand Théâtre, la construction d'une maison de la culture. Au milieu des années 60, la maison de la culture a les trois dans le musée, mais aussi les partenaires de la saison culturelle municipale, déplorent unanimement l'absence de lieux susceptibles de mettre en valeur la qualité de leur diffusion artistique. Germe alors l'idée d'aménager dans une aile de l'hôtel de ville une salle de théâtre qui sera inaugurée en 1967 par la Comédie Française, s'il vous plaît. Dans la foulée de la saison inaugurale, la révolution culturelle de mai 68 vient apporter un souffle neuf aux arts de la scène et de l'écran. Au théâtre de l'hôtel de ville, l'unité cinéma de Vincent Pinel et Christian Zarifian prend son envol. On y joue le répertoire du Tableau Gris, devenu la Salamandre, qui présentera le Poquelin d'abord, puis la guerre Picrocolline. Suivront les créations des Baladins du Havre, puis de la Comédie du Havre. On y reçoit les spectacles de la décentralisation que Mnouchkine, Vitesse, Peter Brook déplacent d'Avignon jusqu'au Havre. On y entend aussi la tradition chansonnière de la variété française, avec Gréco et Barbara. On y entend la chanson engagée de Pia Colombo, Colette Mani, Maxime Le Forestier, mais aussi le jazz post-parkérien du Juppot, jazz union de la Porte Océane, bien sûr. On le voit, ces programmes sont en prise directe sur un public plutôt jeune, que l'on dirait aujourd'hui branché. Mais les espaces du théâtre de l'Hôtel de Ville accueillent aussi un public plutôt attaché aux formes cultivées traditionnelles de la saison municipale. Son volet théâtre met à l'affiche les troupes amateurs, le manteau d'Arlequin, les Baladins, les Strapontins, la Manicle, les classes de danse et d'art dramatique du conservatoire, de l'école théâtre, que suivent d'ailleurs sur la scène les tournées théâtrales parisiennes. Les semaines artistiques polonaises et hongroises figurent dans un programme musical qui vise à promouvoir les partenaires institutionnels de la ville. L'orchestre du conservatoire, l'harmonie municipale, l'ensemble instrumental du Havre. Des ressources que viennent magistralement compléter de grands interprètes de renom, Amoyal, Laskin, Gitlis, Boukov, Xifra. Mais parler du théâtre au Havre,
c'est aussi parler d'auteurs dramatiques, de comédiens, de milieux artistiques où ils se sont formés puis épanouis. L'Action catholique pour le théâtre classique havrais, le scoutisme pour les baladins d'Ingouville puis du Havre, la Fédération des œuvres laïques pour le manteau d'Arlequin, puis les jeunes du Tableau gris et de la Salamandre. Au cours des années 70 et 80, ces troupes vont accéder à la notoriété sur les scènes du théâtre de l'Hôtel de Ville ou du Petit Théâtre, sur les plateaux délocalisés dans les lieux et salles de la ville, au sein des ateliers et écoles de théâtre et d'art dramatique. Au gré des concours et des festivals, bon nombre d'entre ces troupes, qui deviennent alors professionnelles, feront montre d'une très belle longévité. Une nouvelle étape s'ouvre au début des années 80. Née d'une impulsion culturelle venue de l'État en 1981, elle sera au Havre amplifiée par l'effervescence culturelle que susciteront l'espace Oscar Niemeyer, puis le Volcan Scène Nationale. C'est le temps où la création, la diffusion théâtrale se démultiplient dans la ville. L'univers jeune public au Petit Théâtre, le Métis dans le quartier de l'Eure, sur les hauteurs les bains-douches, à Saint-Vic la jeune compagnie Actée. Créé en 1967, le théâtre de l'Hôtel de Ville accueillait en 2011-2012 le colloque Culture et démocratie pour le 50e anniversaire de la Maison de la Culture. Ce même théâtre fêtera en 2017 sa 50e année. Pour sa rubrique des spectateurs, Christine Baron s'est intéressée cette fois-ci à l'architecture et en particulier à la bibliothèque de Caen, la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Bonjour et bienvenue dans la rubrique des spectateurs. Cette fois, c'est la rentrée. Il est temps de se remettre au boulot avec un problème de surface. Parce que pour une fois, nous allons nous intéresser aux bâtiments plutôt qu'à ce qu'ils abritent. Et au Havre, on est servi. Le centre d'Auguste Perret, l'espace Niemeyer, les bains des docks de Jean Nouvel, la bibliothèque universitaire, voilà des lieux superbes, lumineux, où l'on se sent bien. Et c'est toujours miraculeux de penser que c'est grâce aux architectes que des parcelles nues, des espaces vides, deviennent des lieux vivants où on peut être heureux. Tout ça parce que des architectes ont élevé des niveaux, dressé des parois, percé des ouvertures ici, privilégié une perspective là, articulé l'ensemble pour notre plus grand bonheur. Le Havre a été gâté du point de vue de l'architecture, mais depuis quelques mois, Caen possède aussi un bâtiment signé par un architecte de renommée internationale. C'est la bibliothèque Alexis de Tocqueville, conçue par le néerlandais Rem Koolhaas, sur l'ancienne friche portuaire de la Presqu'île. De loin, c'est un bâtiment peu spectaculaire, un peu verdâtre, massif, austère même, au milieu de rien. En s'approchant, on découvre sa forme étrange, une sorte de cube dont on aurait pincé les 4 angles avec de drôles de baies vitrées sur la façade, des baies vitrées bombées comme des voiles gonflées par le vent. On entre dans le vaste hall qui abrite un café, la table des matières évidemment, une grande salle d'exposition, en ce moment des photographies, un coin hyper connecté avec des écrans géants, mais surtout, ce qui surprend dans une bibliothèque, ce sont ces 2 escalators, des grands escalators. On sait que Rem Koolhaas, qui est reconnu dans le monde entier par ses bâtiments remarquables, s'est distingué par sa longue réflexion sur les mutations urbaines entraînées par le shopping, entendons-nous, les centres commerciaux, les malls, etc. Et on sait que pour lui, l'escalator, c'est la clé de voûte de ces nouveaux lieux d'échange qu'il imagine. Eh bien, on les retrouve ici. On peut donc gérer les flux dans un lieu culturel ? Eh bien oui, parce qu'à l'étage, c'est le choc. 2300 mètres carrés sans un seul poteau. Un espace suspendu dans le vide, inondé de lumière. Et on comprend alors la forme du bâtiment, une sorte de croix, un X, ouvert de toutes parts sur la ville. Et partout, des modules bas, en bois clair, sur roulettes. Des modules remplis de livres, évidemment. Des lecteurs, ici et là, des gens connectés aux écrans qui sont mis à disposition, ou branchés sur leurs propres écrans.
Ça m'a rappelé d'ailleurs le Louvre-Lens et cette galerie du temps, cet espace gigantesque, tout à fait nouveau pour moi, où on déambule à travers les siècles, de l'Antiquité au XIXe siècle, sans aucune cloison entre les œuvres. Les sculptures côtoient les objets, les tableaux, les dessins. Et ici, c'est un peu la même impression, un vent de liberté qui souffle. Parce que, comme tout est sur roulette, on imagine qu'en poussant les meubles, on peut inventer un nouvel usage du lieu. On peut aussi s'envoler au niveau supérieur et rejoindre, par un escalator encore plus vertigineux, l'espace des enfants, plus cocoon là, un peu comme un refuge sous les toits, avec des petits coins chaleureux, des coussins, des fauteuils. Alors, allez vite à Caen découvrir à votre tour la dernière création de Rem Koolhaas, l'architecte star, fondateur de la célèbre agence OMA. Et pour se quitter, réécoutons Étienne Daho. Lui qui est devenu célèbre en partie grâce à la pochette de son disque conçu en 1984 par Pierre et Gilles, affiche, enfin plutôt pochette, qui a été exposée cet été au musée Malraux. Et évidemment, j'ai choisi En surface, ça s'imposait. C'est extrait de son dernier CD. À bientôt. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées, que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser, oui mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées, claqué le temps perdu en surface. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis venue avec les deux protagonistes de l'Imaginarium et je leur demande de se présenter. Béatrice ? Bonjour, oui, je m'appelle Béatrice Laverne et mon nom d'artiste c'est Auria parce que je suis aussi artiste peintre et je viens de la région du Havre et avant de la région parisienne et donc j'ai avec Christophe mon compagnon qui va se présenter tout à l'heure, nous avons organisé l'Imaginarium qui est un lieu sur Saint-Jouin-Bruneval tout près d'Étretat où nous proposons des expositions régulièrement de peinture, sculpture, photographie et un salon de thé, de bière exclusivement normande. Ça, Christophe pourra en parler plus facilement. C'est lui l'expert. Et nous proposons aussi des repas. Nous sommes une table d'hôtes, on va dire comme ça. Et nous sommes ouverts les vendredis, samedis, dimanches de 11h au soir et les jours fériés.
Voilà, Donc, moi, c'est Christophe. Bonjour à tous. Et voilà, je suis artiste photographe indépendant et je fais mes photos, la prise de vue jusqu'à l'encadrement et les expositions régulièrement. Et puis pour parler de l'Imaginarium, donc comme disait Auria, donc exposition artistique, on change tous les mois d'artistes et aussi pendant le mois on fait des événements concerts. Et pour le mois de septembre, le 15 septembre exactement, le vendredi 15 septembre, c'est un groupe qui s'appelle Sur les Docks, un groupe qui vient de Dunkerque, exclusivement pour nous. Et c'est un groupe qui mélange folk, rock, maritime, celtique, avec des nuances balmusette, reggae, voire punk. Donc toujours dans une ambiance festive. Donc pensez à venir les encourager à venir visiter notre Normandie. Et la dernière chose pour septembre, c'est le 30 septembre et le 1er octobre, festival, enfin on va dire la fête des Normands qu'on organise avec un camp viking, un marché artisanal et puis un concert le samedi soir avec le groupe havrais Roméo sans Juliette. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner votre parcours, parce que vous n'êtes pas arrivé comme ça à la culture Oui, alors parcours, il est long le parcours et en même temps on va le résumer. Donc je viens donc je suis née en Afrique noire, ça fait important pour mon parcours à moi et j'étais dans la région parisienne, je suis aussi thérapeute et en même temps j'étais danse thérapeute dans ma jeunesse et maintenant que j'ai découvert la peinture un jour par hasard sur le Havre, c'est la lumière du Havre je pense qui m'ont inspirée. J'exerce également j'anime également des ateliers de peinture auprès d'adultes ou d'enfants et d'adultes en difficulté, différents. Les enfants différents, les adultes différents. Je peux aussi dire que ma peinture est exclusivement abstraite. Je m'inspire d'un concept, d'une phrase, de ce qui se passe sur notre terre. Et puis je transforme souvent mes peintures avec une dose d'amour parce que je pense que l'amour est ce qui va nous sauver, ce qui nous sauve et ce qui nous... Voilà, donc c'est difficile de parler de son travail et de son parcours. À Christophe, peut-être, si tu peux... Oui, après, c'est encore plus dur pour moi, mais bon, voilà, je fais de la photographie, comme j'ai dit, autodidacte. J'étais adhérent à la SHP, Société Havraise de photographie, pendant quelques années, ce qui m'a permis de m'améliorer un petit peu plus. Et puis là, j'ai trouvé ma voie en faisant de la photo texturée. Donc, photo que vous pouvez retrouver sur le site de l'Imaginarium, www.imaginearium.net, sans oublier le E entre le N et le A, sinon ça va être autre chose. Et puis voilà, vous pouvez toujours, donc vous aurez toutes les infos sur notre lieu, sur les photographies, sur les peintures d'Auria aussi, des liens sur les sites. Difficile de parler de soi, hein, Christophe. Voilà. Oui. Et oui, pardon, je voulais donc parler aussi quand même, c'est vrai, surtout de l'exposition actuelle qui démarre là en septembre, d'une amie qui est artiste peintre qui est sur Paris et qui s'appelle La vie en couleur. Et donc elle dit que l'artiste Martine Durand. Martine Durand, oui, merci Christophe. Elle cite Marc Chagall en disant: si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. Marc Chagall. Voilà, donc vous pouvez venir admirer les peintures de Martine qui est là ce week-end, présente pour le vernissage qui aura eu lieu ce vendredi 1er septembre, et en tout cas elle est là et donc on peut... Jusqu'à dimanche elle est là. Voilà, jusqu'à dimanche. Et comment vous définiriez votre lieu? Parce qu'au début c'est un lieu, c'est un bar, on peut s'y restaurer, et quoi d'autre? D'abord, surtout, il est en pleine campagne, au milieu des champs. C'est dans un clos masure. Donc, déjà, on est tout de suite absorbé par le calme et la sérénité de la campagne, tout en étant tout près du Havre, une vingtaine de kilomètres du Havre, donc une petite demi-heure. Qu'est-ce que je pourrais dire encore, Christophe? Qu'est-ce que tu pourrais exprimer aussi sur notre lieu? Atypique, et oui, puis atypique. Oui. Les gens, des fois, ont du mal à trouver, d'autres moins, mais c'est ce que je dis toujours, c'est que l'Imaginarium se mérite. Et il ne faut surtout pas hésiter à venir, parce que c'est pas parce que c'est notre lieu, mais c'est vraiment très sympa. Il y a plein de gens qui nous le disent, donc ça doit être vrai.
Et donc pour accéder facilement, le GPS, il faut faire Imaginarium Saint-Jouin-Bruneval. Et là, vous allez trouver facilement. Il ne faut pas hésiter à aller dans les champs. On est au milieu des champs. Et du coup, voilà, c'est atypique en effet. C'est chez nous aussi. Donc on est toujours là. Quand le week-end, on est là tout le temps. Vous m'aviez aussi dit que c'était un lieu de partage et de rencontre. Voilà, on vient pour on accueille tout le monde, pour partager effectivement aussi nous notre amour de l'art, notre amour de la nature et puis partager avec les autres l'amour aussi de la musique, échanger ensemble autour d'une bière, autour d'une tartine Donc alors votre adresse postale. réelle. Oui, postale. 16 rue Guy de Maupassant, 76 280 Saint-Jouin-Bruneval. Hameau de Vitreville. Hameau de Vitreville. Saint-Jouin-Bruneval est une ville très 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 étendue, donc c'est pas dans le bourg. Hein. Votre adresse Facebook, donc vous l'avez donnée tout à l'heure, vous pouvez redire? Oui, j'ai donné l'adresse du site, c'est www.imaginearium.net. Oui. Et puis sur Facebook, en tapant Imaginearium, on va retrouver facilement la page. Oui, est-ce que c'est une page sur Facebook? Oui. Et vos numéros de téléphone? Alors, Béatrice Oria, c'est 06 85 12 69 27. Et Christophe, donc 06 77 16 94 97. Il ne faut pas hésiter à laisser des messages parce qu'on ne peut toujours pas capter bien à la campagne, donc on ne va pas forcément répondre à chaque fois. Laissez des messages. Et alors vous m'avez dit qu'il n'y avait pas besoin de réserver, sauf quand vous avez des groupes très importants, si on veut dîner un petit peu avant. Oui, voilà, disons que c'est pas comme on est une table d'hôte, on n'est pas un restaurant, mais bon, justement, c'est que on achète en petite quantité, et si vraiment les personnes veulent se restaurer avant le concert, donc c'est ce qu'on fait habituellement, entre 19h et 21h, pour pouvoir manger un bout, c'est de nous prévenir pour qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Et tout est fait maison, bien évidemment, avec les produits locaux. Et c'est très bon, je merci. Et puis, je peux commencer à dire pour ce qui va se passer en octobre. Il y aura un concert, donc je crois que c'est le 19 octobre, mais il faut aller sur le site pour les dates exactes, avec le groupe Swan, un groupe du Havre. L'exposition, ça sera un artiste du Tilleul qui s'appelle Eric Picot. En novembre, ce sera de la photographie avec Maëva sur des photographies du Grand Nord canadien. Et le concert en novembre, ça serait un petit peu plus particulier, ça sera sur réservation, puisque tous les ans, depuis que nous sommes ouverts, au mois de novembre, on fait le Beaujolais pot-au-feu. Donc le Beaujolais, c'est le 3e jeudi du mois. Donc nous, c'est le samedi d'après. Donc à réserver pour pouvoir profiter du pot-au-feu et du concert ensuite. Le nom de groupe, je m'en souviens plus, à voir sur le site, mais c'est un groupe de bluegrass, très sympathique. Alors bien sûr, les gens réservent pour le pot-au-feu et le concert, mais aussi les gens peuvent venir sans réserver, voir le concert à partir de 21h. Eh bien, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que vous ayez autre chose. Non, c'est bien. Merci, Annie. Bonne journée. Merci. Merci à Westpac de nous avoir accueillis. Catherine Desormières consacre ses 10 minutes chroniques à Andy Warhol, grande figure du XXe siècle. France Culture a rediffusé récemment l'émission Décibel. C'était un entretien avec Jacqueline Coe, qui avait participé à un ouvrage collectif en 2006 intitulé Andy Warhol géant. Minutes, chronique. Ah, la vie d'artiste. Vous en rêvez? Mais finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Ce que disent les journaux, les revues, les biographies, la télé, les réseaux sociaux? Et que savons-nous des rêves secrets des artistes, de leurs regrets, ou tout simplement de leur quotidien? Maintenant, je pose la question. Avons-nous vraiment besoin de le savoir?
Est-ce que l'œuvre ne suffit pas ? Avons-nous besoin de connaître les moments intimes de ce qu'a été la vie d'un peintre devant la beauté ou la singularité d'un de ses tableaux ? Ah, c'est que nous sommes curieux de tout, et que les artistes sont des êtres à part, surtout quand ils entrent dans l'univers courant de leurs contemporains. Par exemple, ne me dites pas que vous n'avez jamais vu le portrait de Marilyn Monroe, très coloré, jaune, vert, rouge, reproduit comme à l'infini en série. Vous voyez ? Que vous le vouliez ou non, vous savez qui est Andy Warhol. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Je ne peux pas ici vous raconter la vie d'Andy Warhol. Peut-on dire en moins de 10 minutes comment quelqu'un accède à une dimension historique dans le monde de l'art ? Comment il a créé un courant, certes plutôt fugace, mais qui a marqué à jamais les créateurs depuis les années 60. Andy Warhol, né à Pittsburgh en 1938, était fils d'immigrés slovaques, d'une famille modeste. Après avoir obtenu un diplôme aux Beaux-Arts, il devient dessinateur publicitaire. En 1961, il a l'idée de reproduire des objets de la vie de tous les jours. Sa boîte de soupe Campbell's est maintenant célèbre. Et Andy Warhol allait devenir ce qu'il avait toujours voulu être, une icône américaine. En 1964, il s'installe dans une ancienne usine, la Factory. Tous les artistes underground de cette époque fréquentent l'atelier, mais aussi une faune de jeunes acteurs, musiciens. Bientôt, toutes les célébrités de New York s'y rendent. De ce foisonnement artistique émerge le Velvet Underground, par exemple, produit par Andy Warhol et auquel son personnage est définitivement lié. La vie d'Andy Warhol est un foisonnement de créations, mais aussi de fêtes, de rencontres. À partir de 1976, Andy Warhol, chaque matin, téléphone à sa collaboratrice, Pat Hackett. Il lui raconte sa journée précédente. Pat Hackett en fera un livre. Voici ce que dit l'éditeur français de cet ouvrage. Chronique choquante et hilarante de la vie, des amours et des vanités de ces beautiful people qui peuplaient la haute société new-yorkaise et européenne des années 70-80. Stars du cinéma et du rock, grands couturiers, artistes, écrivains, nababs, Andy les connaissait tous. John et Yoko, Nureyev, Elizabeth Taylor, Michael Jackson, Fellini, Jackie Onassis, Yves Saint-Laurent, Liza Minnelli, Jack Nicholson, Truman Capote, Leonard Bernstein, les Kids Guinness, pour n'en citer que quelques-uns. Au-delà du strass et de la poudre aux yeux, c'est l'image que Warhol donne de lui-même qui fascine. Timide, ambitieux, généreux, vachard, amusant, bourré de phobies, tourmenté. Écoutons la voix de ce génie moderne qui a vu dans une simple boîte de soupe une image qui allait révolutionner l'art dans le monde entier. Journal de Andy Warhol, édition Grasset. Does that seem odd to you that you all began to look at the world in the same way? I think we just read a lot of comic books, and it just happened to come out then.
Well, Because comic books make things the way they are really today. I mean, the way things happen in New York now, it's like being in a Western movie. Après avoir entendu sa voix, écoutons quelques extraits de son journal. Vendredi 18 mars 1977. Envoyé Ronnie acheter des fournitures photos. Lester Persky a appelé pour m'inviter au dîner qu'il donne chez lui pour Baryshnikov, mais je devais me trouver avec Nureyev à l'ambassade d'Iran pour son anniversaire. Pris un taxi avec Vincent jusqu'au studio de Frank Stella, une réception pour fêter les 20 ans de Léo Castelli dans le commerce des tableaux. Fred m'a dit que je devrais y aller. Exactement le genre de réception que je déteste, parce qu'ils sont tous comme moi, tellement semblables et tellement particuliers, mais eux, ils sont tellement artistes et moi tellement commercial, que je me sens mal à l'aise. Je pense que si je me trouvais vraiment bon, je ne me sentirais pas mal à l'aise. Mardi 5 décembre 1978. Doug Christmas est venu au bureau avec une femme riche du Texas qui s'appelle Connie. Il est venu par avion seulement pour la journée, il la raccompagne, il sent qu'il y a de l'argent. Elle veut un portrait grandeur nature comme celui que j'ai fait de son amie qui est une femme du Kimball Museum. Je ne me souviens pas de son nom. Elle ne veut pas un grand format comme ce que je fais d'habitude, elle veut quelque chose de différent, un portrait grandeur nature. Elle a refusé le portraitiste de Jackie O. Comment s'appelle-t-il déjà ? Schickler ? Elle a ajouté que si je devais faire son portrait, nous devions faire connaissance. Mon Dieu, mon Dieu. Elle m'a invité dans sa maison de 3 millions de dollars qu'elle fait construire à Fort Worth. Comme elle n'arrêtait pas de dire qu'il fallait qu'on se connaisse mieux, je me suis enfuie. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Quels sont les artistes qui provoquent la passion et la folie, à tel point qu'ils en sont un jour victimes ? John Lennon ? Certes. Et aussi Andy Warhol. Le 3 juin 1968, une jeune femme l'attend en bas de la Factory. Elle tire 3 fois à bout portant. Son arme s'enraye. Elle s'enfuit, mais se rendra le soir même. Elle voulait attirer l'attention sur elle. Andy Warhol est très grièvement atteint. Il devra définitivement porter un corset et son corps est couturé. La jeune femme s'appelle Valérie Solanas, très perturbée, et elle avait rencontré Andy Warhol quelque temps avant et lui avait demandé de produire une de ses pièces. Andy Warhol, qui ne disait jamais non à une demande, avait accepté de prendre le manuscrit, mais ensuite n'avait pas répondu au courrier abondant que Valérie Solanas lui adressait. Après de nombreux examens psychiatriques, elle a été déclarée irresponsable. Andy Warhol est mort il y a tout juste 30 ans, le 22 février 1987, exactement un jour après avoir subi une opération bénigne. Si on ne faisait que lire son journal, on pourrait penser que cette vie était futile, se nourrissant d'un ramassis de potins descriptions d'une société déjantée et superficielle, comme si son auteur ne fréquentait ses semblables que pour les regarder s'agiter et se ridiculiser. On peut penser aussi qu'il ne pouvait vivre sans cette faune. Mais il ne faut pas oublier que l'Amérique entière s'est reconnue dans son travail et qu'il a transfiguré le banal, comme le dit Arthur Danto, et transformé définitivement notre regard sur l'art. Vous trouverez sur le site MCH, à la rubrique des spectateurs, les liens qui permettront d'élargir l'esquisse que je viens de proposer. À bientôt. Anne-Lise, bonjour. Bonjour Isabelle. Tu as choisi de nous faire partager un instant de poésie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Federico García Lorca. Il est né en 1898 près de Grenade. Fervent républicain, il y sera assassiné à 38 ans par des milices franquistes. Dramaturge, peintre, pianiste, compositeur, il a été surtout poète.
Il puisa une grande partie de son inspiration dans la tradition andalouse du flamenco. Avec Cervantes, il est l'écrivain espagnol disposant de la bibliographie la plus vaste. Et pourtant, il reste difficile à définir. Le réalisateur Luis Buñuel disait de lui, son œuvre maîtresse, c'était lui. Et donc, cet être exceptionnel a engendré en très peu de temps, c'est-à-dire 18 ans, une œuvre exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous lire une poésie de Federico García Lorca intitulée « Chanson pour la lune » qu'il a écrit en août 1920. Blanche tortue, lune endormie, avec lenteur tu chemines. Fermant une paupière d'ombre, tu regardes telle une prunelle d'archéologue. Serait-ce donc, Satan et borgne, une relique ? Leçon vivante pour anarchistes ? Jéhovah a coutume de semer ses terres avec des yeux morts et les têtes des milices ennemies. Il régit, sévère, la face divine avec son turban de brouillard glacé, en posant de douces étoiles sans vie sur la corneille blonde du jour. C'est pourquoi, ô lune, lune endormie, tu protestes, privée de brise, contre l'abus, la tyrannie de ce Jéhovah qui te conduit sur un chemin toujours le même, tandis qu'il jouit de la compagnie de dames morts, sa favorite. Blanche tortue, lune endormie, chaste Véronique, du soleil qui essuie au crépuscule sa face rouge, conserve espoir, pupille morte, le grand Lénine, de ton pays sera la grande ours, la bête sauvage du ciel, qui ira tranquille donner son baiser d'adieu au vieillard énorme de ses premiers jours. Alors, ô lune blanche, viendra le pur royaume de la cendre. Vous aurez remarqué que je suis nihiliste. Pierre-Marie Triou, bonjour. Alors, vous êtes auteur de musique contemporaine et à notre dernière émission Viva Culture, le 20 août, j'ai fait entendre à nos auditeurs une pièce, le titre numéro 5, d'un morceau que vous avez composé qui s'intitule Biosphère. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, peut-être d'abord ce qu'est la musique électroacoustique et évidemment par là même votre choix et votre décision d'en composer. Oui, alors la musique électroacoustique est une branche particulière de ce qu'on appelle la musique contemporaine, dans la mesure où c'est une musique qui n'utilise pas les instruments de musique. C'est-à-dire, c'est une musique dans laquelle le compositeur fabrique entièrement tous ses sons de différentes manières. Soit il utilise des sons déjà existants pour les transformer, il les enregistre et il les transforme. Soit il utilise ce qu'on appelle des synthétiseurs, où là, par un principe de synthèse sonore, on fabrique le son de A à Z. L'électroacoustique est en fait la réunion de deux musiques, historiquement de deux musiques proches, et qui étaient sur le même principe. L'une, c'est la musique concrète dans les années 50, qui est apparue en France avec Pierre Schaeffer, aidé en cela par Pierre Henry, qui est disparu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et qui a donné ce qu'on a appelé donc la musique concrète. Simultanément en Allemagne, Karlheinz Stockhausen inventait les premières musiques électroniques. La rencontre de ces deux musiques, qui a été faite par une œuvre particulière qui est le chant des adolescents de Stockhausen, a signé la symbiose de ces deux musiques et ça a donné la musique électro-acoustique. Donc l'une faite avec uniquement des synthétiseurs et l'autre des sons, disons, concrets
c'est-à-dire des sons pris, enregistrés avec un micro. Maintenant, on travaille indifféremment avec les deux sources sonores différentes. Oui, alors je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Stockhausen, Schaeffer et compagnie ont eu envie d'inventer autre chose que la musique qui existait? Eh bien, différentes choses. C'est d'abord, la musique contemporaine dans les années 50 a été extrêmement productive. De nombreuses œuvres sont apparues, de nombreux compositeurs sont apparus et ont produit des œuvres extrêmement riches et fertiles. Il y avait tout un courant à cette époque qui a permis l'éclosion de ces nouvelles musiques. En plus, surtout, ça a été l'apparition de nouveaux procédés, le disque pour Pierre Schaeffer et tout ce qui a été les premiers, les ancêtres des synthétiseurs qui ont permis de travailler directement sur le son. Oui, est-ce qu'à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, il y a eu déjà quelques tentatives de musique en rupture avec la musique dite classique? Oui, en fait, c'est même plus que la musique classique, c'est donc la musique instrumentale. C'est en rupture avec la musique instrumentale. En cela, il y a eu quelques exemples précurseurs, en particulier ce qu'on appelle les futuristes italiens au début du 19e siècle, qui, eux, ont fabriqué des machines qui peuvent venir du monde industriel, mais mécaniques donc, qui avaient pour but de produire des sons et des sons nouveaux. Finalement, cet alphabet sonore doit être très très fourni maintenant, non? Oui, surtout que la grande révolution, historiquement c'est assez étonnant, le grand apport pour toutes ces musiques, la musique électroacoustique, ça a été l'ordinateur. Un petit peu comme cette musique, l'ordinateur est fait pour cette musique, ou cette musique est faite pour l'ordinateur, mais elle a existé avant que l'ordinateur existe, donc apparaisse. Donc, dans les premiers temps, les compositeurs travaillaient dans des studios qui étaient des grandes pièces remplies de machines, alors que maintenant on fait la même chose avec uniquement un seul ordinateur portable courant. Et vous-même, vous avez beaucoup de sons? Oui, alors après c'est lié à l'expérience et avec l'âge évidemment, mais après effectivement c'est des dizaines de milliers de sons qu'on stocke ou de séquences sonores que l'on a faites, soit encore une fois par des prises de son, soit fabriquer beaucoup de sons. Donc en fait, quand on est compositeur, on travaille tout le temps, donc même j'ai dans mes tiroirs, comme on dit, énormément de sons que j'ai encore jamais utilisés, peut-être que j'utiliserai jamais, mais tout est stocké déjà, ça fait une immense banque sonore en fait. Et je crois que vous travaillez aussi en relation avec des compagnies de théâtre ou de danse. Oui, alors pas aussi, maintenant c'est en fait mon activité même principale, puisque j'ai beaucoup de... je produis pas mal dans ce domaine-là, donc j'exerce en fait le métier de compositeur pour principalement le théâtre aussi, un peu la danse, mais un peu moins ces temps-ci. Donc maintenant je suis musicien pour le théâtre. Et c'est un domaine dans lequel la musique électroacoustique apporte beaucoup parce qu'il y a plus de souplesse que la musique instrumentale. On peut faire beaucoup plus de choses et ça permet d'avoir des régies sonores qui soient soit préenregistrées, soit en direct. Et on peut jouer les musiques en direct pendant que la pièce de théâtre se déroule. Oui. Nous avions eu l'occasion de voir Marcelin Cailloux, une pièce mise en scène par l'Atelier du Capricorne. C'est une pièce de marionnette d'après la bande dessinée de Sampé. Et effectivement, vous aviez fait l'univers sonore. Voilà, c'est une pièce de marionnette où l'univers sonore est omniprésent. Et donc, j'ai utilisé effectivement les techniques électroacoustiques, sachant que je ne me suis pas contenté uniquement d'utiliser les musiques électroacoustiques, j'ai pu aussi utiliser, là tout est permis dans le domaine du théâtre, utiliser des éléments instrumentaux, courants, de bruitage également. La palette est très très vaste, mais c'est ça aussi la richesse de cette musique électroacoustique, on peut y intégrer énormément d'éléments de tout horizon.
Et je crois que vous travaillez sur un autre spectacle où vous l'avez déjà réalisé sur les grandes oreilles de Sigismond. Les oreilles de Sigismond, oreilles. oui, c'est un autre spectacle avec une narratrice. C'est l'histoire de, enfin sans rentrer dans le détail, mais c'était intéressant pour moi dans la mesure où c'est l'histoire d'un enfant qui est né avec des grandes oreilles, bien plus grandes que ceux de sa famille, que tous ceux de sa famille, et qui a la particularité d'entendre tous les sons, et d'entendre même des sons que personne ne peut, que les autres humains ne peuvent pas entendre. Donc là, j'avais un travail, c'était vraiment un beau cadeau pour moi, car ça m'a demandé de créer des sons qui n'existaient pas en fait. Des sons, le son d'une feuille morte qui tombe par terre, le son d'un papillon ou le son d'une rose qui s'ouvre. Donc là, il y a tout un travail sur l'imaginaire qui est extrêmement intéressant. Et en ce moment, vous travaillez, je crois, à une autre pièce. Oui, là, ça va être... Alors là, c'est pas encore fixé complètement, on est juste dans les balbutiements, donc je peux pas trop en dire actuellement. Mais où effectivement la musique est omniprésente aussi, et c'est même bien parti pour que dans ce nouveau spectacle il n'y ait même pas forcément de paroles. Donc là le son aura encore plus toute son importance. Je crois aussi que vous avez fondé à Clermont-Ferrand le festival de musique démesurée qui a lieu annuellement toujours. Ça remonte déjà un peu loin, je crois. Oui, ben, ce festival musique démesurée de Clermont-Ferrand a été créé en 1999. Est un festival donc de musique contemporaine où on trouve tous les styles et tous les genres de musique contemporaine depuis justement les années 50. Alors, il se trouve que, bon, maintenant ça commence à faire long, ça va faire donc 18 ans que ce festival existe. J'avoue que je me suis un petit peu retiré par rapport à l'organisation de ce festival, mais effectivement, nous avons été trois enseignants du Conservatoire de Clermont-Ferrand à créer ce festival. Et il y avait tout à faire à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de... Il a fallu créer carrément un public. Et ce public, maintenant, existe, et il y a un noyau dur, on peut dire, de personnes sur Clermont et sur la région qui sont intéressées, qui viennent tous les ans à ce festival. Oui, on voit la même chose aussi au Havre avec le festival Pieds Nus, voilà, qui est effectivement l'équivalent. Et j'avoue que assister à un concert de musique électroacoustique ou de musique contemporaine en vrai, en live, je sais pas trop comment on dit, eh bien, ça n'a rien à voir effectivement avec un CD ou un enregistrement, enfin... Oui, parce que ce qui change, la musique électroacoustique fait partie du spectacle vivant. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est pas forcément qu'il y a quelque chose à voir, mais les systèmes d'écoute sont beaucoup plus évolués, de meilleure qualité, et surtout, il y a ce qu'on appelle la multidiffusion. Il peut y avoir jusqu'à 10, 20, 50, 200 haut-parleurs qui diffusent la musique tout autour du public, et là, on est vraiment immergé dans le son, et là, ça n'a rien à voir, c'est au CD ce que le cinéma est au DVD en fait, ou à la télévision. Ah oui, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Hein. Oui. Vous êtes relié sans doute à d'autres compositeurs, à d'autres artistes de musique contemporaine en France, ou même en Europe, ou dans le monde. Relié, c'est-à-dire ? C'est-à-dire à l'occasion des festivals, bien sûr, je ne sais pas, ou par Internet. Alors, par le biais de musique démesurée, on a pu faire venir déjà et faire des échanges avec des compositeurs de musique électroacoustique de Paris ou d'autres villes. Pour n'en citer qu'un, je penserais à Christian Zanesi, par exemple, qui est un compositeur mondialement connu, qui travaille au GRM, à l'INA GRM à Paris, qui est sous-directeur même de l'INA GRM, qui est venu et qui nous a fait venir à Paris pour jouer nos musiques. Je pourrais signaler au passage que le jingle de Viva Culture sur Westrack Radio est un extrait de Benjamin de la Fuente. D'accord. Oui, lui, il fait de la musique. Mais il fait également, lui, de la musique instrumentale, où il peut faire le mélange, ce qu'on appelle la musique mixte, c'est-à-dire musique instrumentale et musique électroacoustique.
que vous pouvez, pour terminer, nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi vous avez dû être instrumentiste dans votre jeunesse et finalement vous vous êtes tourné vers l'invention de sons? La raison, sans doute, moi, ça, personnellement, ça s'est fait par une rencontre auditive. Quelqu'un m'a amené, quand j'avais 19 ans, justement, j'en parlais tout à l'heure, un disque de Pierre Henry, sur lequel il y avait l'œuvre Le Voile d'Orphée. Ça a été une révélation pour moi, pressentant que cette musique avait une ouverture et des possibilités infinies, et surtout avait la capacité de créer des univers sonores aussi vastes et complexes que l'on voulait, aussi infinis et divers. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quelque chose qui me turlupine, c'est pourquoi le public est-il parfois récalcitrant, disant « Oh là 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 là, c'est pas mélodieux, c'est pas harmonieux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bruit, ouï, 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 ouï. » Oui, alors ça, après, c'est... Comment dire? C'est... en musique, il y a une culture très, on pourrait qualifier entre guillemets réactionnaire, c'est-à-dire on aime écouter ce qu'on aime et ce qu'on connaît déjà. Donc on aime reconnaître des choses. L'invention musicale, et surtout par les temps qui courent, est moins acceptée actuellement. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans les années après-guerre, où il y a eu une soif de nouveautés, une soif d'entendre des nouveaux sons, des nouvelles possibilités. Voilà, donc après c'est des périodes où le public est plus ou moins ouvert à des nouvelles choses, à des nouveautés, mais ou l'est pas. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un problème d'habitude des oreilles, de notre audition ou de notre pensée peut-être? Oui, c'est sûr que c'est culturel. C'est des a priori qui sont à dépasser. Des personnes, mais ce qu'il y a aussi, c'est que les 90% des gens qui disent « Oh, je comprends pas » ou « J'aime pas », ils parlent sans savoir de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont pas été en situation d'écoute, à entendre des choses dans des bonnes conditions. Donc voilà, quelqu'un peut dire « Moi, j'aime pas aller à des matchs de boxe », mais moi le premier, mais un match de boxe, en vrai, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, je suppose. Mais je fais partie de ceux qui disent « Bon, la boxe, ça me paraît un peu loin ». Donc voilà, mais les gens passionnés de boxe vous diront, quand on va voir un match de boxe, ça se passe pas comme ça. Oui. Voilà. Oui. Et est-ce que la formation de nos petits mélomanes a quelque chose à voir avec ça, avec ces difficultés-là? Par exemple, par rapport à la musique électroacoustique, les enfants n'ont aucun problème. On leur dit, on leur fait écouter. Pour eux, il n'y a aucun problème d'écoute puisqu'ils n'ont pas d'a priori et pas d'a priori, donc ils ne sont pas du tout, ça leur pose aucun problème. Ils ne sont pas formatés. Ils ne sont pas formatés, oui. Et alors, en revanche, nos conservatoires, nos ateliers de musique, nos cours de musique, Alors, les formations de musique électroacoustique, un jeune qui veut se former, ou un moins jeune d'ailleurs, veut se former à la composition électroacoustique, peut le faire dans énormément d'écoles de musique ou de conservatoires. J'ai tenu moi personnellement une classe de composition électroacoustique au Conservatoire de Clermont-Ferrand pendant plus de 10 ans, et en région parisienne, mais dans toute la France on trouve des endroits où on peut apprendre la composition de musique électroacoustique. Oui, parce qu'on ne peut pas dire aussi sur certaines chaînes musicales que la musique contemporaine occupe beaucoup de temps. C'est vrai, oui. Même très peu actuellement. Très peu, oui. Ou à des heures très tardives. Ou des heures indues, oui. C'est assez compliqué. Alors, il faut faire la démarche soi-même d'y aller. Enfin, c'est peut-être dommage parce que effectivement il y a du coup beaucoup d'ignorance ou de méconnaissance, mais en même temps pour réunir les meilleures conditions, il vaut mieux que ce soit en vrai. Oui, bien sûr. Concert. De toute façon, ça c'est pas le propre uniquement de la musique électroacoustique ou de la musique contemporaine. C'est le propre aussi que l'industrie du disque qui maintenant est toute puissante sur la culture musicale dans un pays comme la France ou toute l'Europe, voire le monde entier, est une culture qui est arrivée, l'industrie musicale est arrivée à créer une sorte de paradoxe, c'est-à-dire maintenant la musique c'est la chanson. Et quand on dit parlons musique maintenant, si vous écoutez à la télévision, à la radio, dans un journal, section musique, c'est toujours de la chanson. Même vous entendez très peu de musique où il n'y a pas de paroles, c'est forcément les chansons. Donc c'est la chanson qui est toute puissante actuellement. Oui.
oui, oui. Ah Voilà. oui, je veux bien le croire, oui, effectivement. Et alors, est-ce que le cinéma n'a pas apporté quelque chose, là, avec ces bandes musicales? Ça a pu apporter dans les deux sens, d'ailleurs, comme en bien et en mal. En bien, parce que ça a pu faire découvrir des films comme l'Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, a beaucoup de musique contemporaine dedans, et c'est un film qui est connu dans le monde entier. Après, ce qui peut poser un petit peu problème, c'est que souvent ces musiques ont été utilisées uniquement pour illustrer des séquences qui se veulent terrifiantes ou très angoissantes. Donc ça a participé à l'idée que dès qu'on ne comprend pas quel est ce son, on est censé avoir peur. Ça crée des automatismes. Mais autrement, oui, c'est une bonne chose que la musique électroacoustique puisse être dans le cinéma. Et on en trouve beaucoup, hein, même des films de grand public, de science-fiction, ou même des films des blockbusters énormes, utilisent beaucoup de séquences électroacoustiques, en fait. Je crois que vous-même, vous aviez fait la musique d'un dessin animé qui s'appelait Les Mondes Engloutis. Oui, mais ça remonte à Mathusalem. Eh bien, merci Pierre-Marie Trioux, et puis alors à bientôt. Mais oui. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous le 17 septembre pour une prochaine émission. Je voudrais, avant qu'on se quitte, que nous écoutions ensemble une pièce de Bernard Parmigiani, qui est aussi électroacousticien, et qui est né en 1927 et mort en 2013. Lui aussi a participé au groupe de recherche musicale. Il faut dire que ce groupe a été fondé par Pierre Schaeffer, qui est apparemment leur père à tous. Et Parmigiani dit quelque chose d'assez intéressant. Il a une grande œuvre qui s'appelle De Natura Sonororum en 1975. Et il écrit à propos du lien entre l'œil et l'oreille. Il dit « Peut-être qu'à trop regarder, l'homme finit par ne plus écouter ». La pièce que nous allons entendre s'intitule « Générique ». Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.